Bonjour et merci à tous pour votre présence ce soir. Donc on va commencer le cycle d'Avant d'aller sur Mars, qui fait partie d'Ecoveto, et les conférences vont compter pour l'EP. D'ailleurs, je ferai passer une fiche de présence pour bien noter le nom et on va référencier tout ça après. Donc voilà, donc la première conférence porte sur les glaciers de montagne des sentinelles du changement climatique, qui sera présentée par Delphine Six, à qui je laisse la parole. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Alors déjà, moi, je suis ravie d'être là. Je suis grenobloise, on est voisins quand même, vous et moi. Je voulais vous remercier, voilà, toutes les trois qui m'avaient accueilli d'Avant d'aller sur Mars. On a eu pas mal d'échanges. On a dû remettre cette conférence qui devait avoir lieu l'année dernière à cette année. Donc voilà, s'il y a des premières années, au moins eux, ils ont peut-être moins déçu que ceux qui l'ont raté l'an dernier. Voilà, je trouve que quand vous m'aviez proposé de venir, c'est vrai que ça m'arrive de faire pas mal de conférences, et je trouvais que votre idée, ce que vous proposiez avec Avant d'aller sur Mars, est enthousiasmant pour s'ouvrir au monde, à d'autres mondes de la recherche, et en l'occurrence celui de glaciologue. Donc moi, effectivement, je m'appelle Delphine, je suis professeure à l'université de Grenoble. Donc j'ai passé ma vie à Grenoble, on va dire, pour faire simple. Et je suis chercheuse dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut des géosciences de l'environnement, qui est un très gros laboratoire, voilà, dont je suis aussi la directrice depuis quelques temps. Alors, mon sujet de recherche, on va dire, mais y compris même d'enseignement, ce sont les glaciers. On va parler de glaciers de montagne aujourd'hui. On a évoqué tout à l'heure, en goûtant toutes les quatre ensemble, qu'on pourrait parler des grands pôles glacés de notre planète que sont l'Arctique et l'Antarctique, mais ça ne sera pas pour cette fois-ci. Là, on va juste partir dans les montagnes. Et puis, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on fait, nos travaux ici à Grenoble. Donc je vais parler, comme je suis prof, je parle très vite en général, donc je vais essayer quand même de ne pas trop vous assommer de paroles. Je vais peut-être parler 40 minutes, quelque chose comme ça, et puis on se pose des questions après si ça vous va. Alors, je vais rester près de mon ordi, sinon je vais m'agiter dans tous les sens. C'est vrai que les glaciers, pour la plupart d'entre nous, on les appelle souvent des icônes de montagne. Ils sont généralement majestueux. On y lit beaucoup d'histoires, c'est beaucoup de drames d'ailleurs, parfois en montagne, liés à ces glaciers. Ils sont dans notre imaginaire d'enfants, nos fameux neiges éternelles, bien souvent. On a tous lu ces livres d'enfants. Et puis, pour nous, scientifiques, en fait, ce sont bien sûr des icônes des montagnes, mais surtout des icônes du changement climatique en montagne. Et je commencerai juste par quelques images. À gauche, les Alpes, à droite, les Pyrénées. Vous voyez un siècle d'écart pratiquement. La mer de glace sur les images de gauche. En 1919, il n'y a pas besoin d'être glaciologue pour se rendre compte qu'évidemment les glaciers évoluent, ce qu'on appelle leur géométrie, donc leur forme, à la fois leur longueur, à la fois leur épaisseur, à la fois leur largeur évolue. Vous voyez donc cet écoulement de la langue de la mer de glace depuis les sommets de l'aiguille du Midi jusqu'en 1919, relativement bas. J'ai pas de pointeur, mais on va faire à la main, vous inquiétez pas. Et puis 2019, ce glacier qui est aujourd'hui complètement remonté dans sa vallée. Même chose dans les Pyrénées, on en entend beaucoup de toute façon, c'est le genre d'image et de discours qu'on emploie souvent. Alors bien sûr, on peut faire de la glaciologie en regardant ces photos, mais pas que, évidemment. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a vu ça, on va essayer d'expliquer pourquoi ces glaciers répondent au climat et comment. Et du coup, sans être très professoral, l'idée de la présentation, c'était tout d'abord vous montrer une démarche scientifique, celle que vous aussi, vous êtes des scientifiques de toute façon. On va partir à la fois d'observation, d'analyse de données, de modélisation, et essayer de comprendre ce qu'on observe sur ces glaciers, comment ils répondent au climat. Et puis, dans une deuxième partie, juste après, je voulais vous dire
vous expliquer en quoi ça préoccupe nos sociétés. Et puis je trouvais ça intéressant, vous qui êtes au plus proche ou qui allez l'être de la société aussi, en quoi finalement ce travail de scientifiques sur les glaciers aide aujourd'hui les sociétés. Alors si on commence par ce qu'on fait sur les glaciers, tout simplement, pour comprendre comment ils fonctionnent. Comme toute analyse scientifique, aujourd'hui la science elle est mise à mal, donc il faut reprendre depuis le début. On observe, on documente, on critique, on analyse ces évolutions, donc on réalise beaucoup de mesures sur les glaciers de montagne. Je les détaillerai un tout petit peu. Et puis on utilise aujourd'hui, on a cette chance aujourd'hui d'avoir beaucoup d'outils satellites, parce que faire des mesures sur des glaciers c'est long, c'est coûteux, donc si on veut changer d'échelle, eh bien on a ces images satellites. Et puis on a la chance aussi de travailler encore la science dans un monde ouvert où on partage l'ensemble des données. Donc évidemment, je ne vous demande pas de regarder les chiffres, mais c'est juste pour vous expliquer qu'on travaille sur des grosses bases de données aussi, nationales, internationales, et tout ça mis en commun permet de comprendre en fait l'évolution des glaciers, de les documenter et puis d'essayer de le lier au climat. Alors ça ne date pas de nous, tout ça. Et la France, un petit cocorico, on est les précurseurs, j'allais dire, avec les Suisses, des observations sur les glaciers. On a des décennies et des décennies d'observations. Et finalement, les méthodes appliquées à l'époque, même si la technologie elle évolue, on continue à utiliser des méthodologies qui datent du début du siècle, alors pas celui-là, hein, celui d'avant. Vous voyez ici notamment, pour ceux qui font un petit peu de montagne, je suis sûre que ce nom vous dit quelque chose, notamment c'est une famille qui s'appelle la famille Vallot. Vallot était de Chamonix, donc frère et cousin, et cette famille avait beaucoup d'argent, mais ils étaient des scientifiques dans l'âme, donc ils n'avaient pas vraiment besoin de travailler, mais la montagne était leur passion. Et ils ont notamment, au début du siècle, en 1905, fait une carte du massif du Mont Blanc. Alors ceux qui font de la randonnée, peut-être que vous avez l'habitude d'utiliser des cartes qu'on appelle au 1/25 millième. Voilà, et je vois des oui, merci. Et la famille Vallot a créé la première carte au 1/10 millième, donc avec une précision bien supérieure à nos cartes de randonnée du massif du Mont Blanc, donc avec tous les glaciers évidemment répertorié, qui est toujours utilisé aujourd'hui, c'est-à-dire que vous allez voir après des courbes de variation, le point zéro, c'est Vallot, c'est leur carte. Et Vallot a eu aussi cette ingéniosité de créer, il voulait être au plus près des montagnes, dans les Alpes, et donc il a créé il a construit un observatoire qui s'appelle l'observatoire Vallot, qui est sur la voie normale du Mont Blanc, et il a été précurseur en ce sens où à l'époque on ne comprenait pas grand-chose des glaciers, et c'était un peu une espèce de guerre scientifique, c'était on va dire les débuts de la glaciologie, et il y avait notamment un autre scientifique qui s'appelait Jules Janssen qui s'est dit moi je vais me mettre au sommet du Mont Blanc. Mais à l'époque, on ne comprenait pas trop comment fonctionnait un glacier, et donc le pauvre Jules Janssen, en quelques années, son observatoire s'est fait recouvrir évidemment par la neige. Vallot a eu la présence d'esprit de se dire que ça allait pas le faire, et donc il s'est mis sur l'arête qui monte au Mont Blanc, qui s'appelle l'arête des Foudroyés. Je vous fais pas un dessin. Pourquoi ? C'est un endroit un peu particulier, et c'est de la famille Vallot a cédé donc l'observatoire Vallot au laboratoire. Donc c'est un endroit incroyable, l'observatoire Vallot qui a 120 ans maintenant, est toujours debout, bien qu'étant sur l'arête des Foudroyés. Donc plutôt un bel endroit. Voilà, et puis je le dis aussi parce que Grenoble est tout près, et c'est notamment ce monsieur qui s'appelle le professeur Liboutry qui a créé le laboratoire de glaciologie dans les années 60 à Grenoble. Il n'y a qu'un seul laboratoire de glaciologie en France, il est à Grenoble. Et Louis Liboutry, il a écrit toutes les bases de la glaciologie, c'était en 1965, ça paraît loin, mais on utilise évidemment toujours son travail, ses mesures, faites à la main, à l'époque tout était fait et mesuré, et typiquement c'est le genre de données qu'on utilise et sur lesquelles on travaille encore finalement. Donc c'est une belle histoire la glaciologie, c'est récent, comparé évidemment à d'autres sciences comme la physique ou les maths. Alors avec ces observations, je le disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir en fait des réseaux. Moi, ce que je vous présente, même si le labo de Glacio est le seul en France à Grenoble, il y en a d'autres dans le monde, et les gens font tous les mêmes mesures pour essayer de quantifier justement l'évolution des glaciers. Donc c'est vraiment
Les observations sur les glaciers, elles sont définies par un organisme qui est l'organisme météorologique mondial, qui a une section de glaciologie via cet institut qui est le World Glacier Monitoring Service. Et donc dans le monde, on fait tous les mêmes mesures sur les glaciers, ce qui fait que ça permet de comparer quand même d'un glacier à l'autre et de dire que si un glacier perd à un endroit et qu'un autre perd à un endroit, globalement on compare des choses comparables. Et puis, on a surtout besoin, et c'est ce que j'aimerais vous faire comprendre, que pour suivre un glacier, avoir une indication de l'évolution du climat. Je sais pas, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte et m'en veuillez pas, mais si vous connaissez la différence entre le climat et la météorologie, la météo, évidemment, c'est l'ensemble des variables atmosphériques que vous êtes capable de mesurer dehors aujourd'hui, demain, etc. Le climat, c'est toujours défini par l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, c'est la moyenne sur 30 ans des données météorologiques. Donc, pour pouvoir parler de climat, pour pouvoir parler de tendance long terme, on a besoin à minima d'une 30aine d'années de mesures. Si on n'a pas ces observations, si vous faites une mesure de temps en temps par-ci par-là, c'est pas la peine de parler de climat et d'autant plus derrière de variations climatiques. Donc on a besoin de ces observations long terme sur les glaciers récurrentes qu'on se partage du coup dans des réseaux. Et parce que je trouve que c'est un exemple aussi pour vous montrer que aujourd'hui c'est évidemment la course à, en tout cas dans les laboratoires de recherche, à aller chercher de l'argent, monter des projets de recherche toujours. Et c'est très compliqué de faire des observations, de mener des projets de recherche pour beaucoup de chercheurs. Et on a cette chance en France, et je tiens à le souligner parce que c'est quand même assez rare pour le mentionner, que le CNRS, notamment, depuis 25 ans, quels que soient les gouvernements, quelles que soient les décisions politiques qui ont été prises, soutient l'observation de long terme. Quand je dis soutien, ça veut dire que donne des financements chaque année pour faire des observations long terme sur un tas d'indicateurs en fait qui sont en lien avec le changement climatique. Que ce soit l'observation de la biodiversité, que ce soit l'observation de l'élévation du niveau des océans, que ce soit les concentrations de gaz à effet de serre, que ce soit les glaciers. Il y a comme ça des observatoires, ce que le CNRS appelle des observatoires, qui permettent du suivi long terme, et c'est la seule condition à nouveau, en ayant du suivi long terme, d'avoir une information en fait qui puisse être pertinente. Et donc c'est quand même assez rare pour le mentionner, effectivement, d'avoir ces financements très long terme sur des indicateurs pertinents du changement climatique. Donc les glaciers en sont un, ils sont regroupés du coup, je suis la responsable de cet observatoire des glaciers. Et au laboratoire, du coup, on travaille beaucoup dans les Alpes. Vous avez vu grâce aux décennies de mesures. Mais on travaille aussi beaucoup, et j'en dirai un petit mot tout à l'heure, dans d'autres endroits du monde, et notamment les Andes et l'Himalaya, et puis beaucoup aussi en Antarctique. Et voilà, du coup, il faudra qu'on revienne reparler de ce fameux pôle sud que tout le monde oublie. Alors, qu'est-ce qu'on mesure sur nos glaciers ? Puisque tout à l'heure, on évoquait ce genre de mesures. Qu'est-ce qu'on a besoin pour quantifier l'évolution d'un glacier en lien avec et essayer de comprendre comment il évolue par rapport au climat. On mesure les longueurs des glaciers et leur superficie. Globalement, là, on mesure comme ça. Tout à l'heure, vous avez vu mes 2 photos de la mer de glace avec le bout du glacier. Finalement, ça revient à mesurer cette position du bout du glacier, du front. On mesure les épaisseurs des glaciers et leurs variations. On mesure un paramètre que je vais décrire un petit peu plus après, qui permet vraiment de faire le lien avec le climat. C'est globalement le bilan de masse, c'est-à-dire l'état de santé chaque année de nos glaciers. On en mesure les vitesses, on fait des mesures de météo également, et puis des mesures d'hydrologie, c'est-à-dire de débit des rivières à l'exutoire des glaciers. Donc voilà, on a une complémentarité in situ, télédétection, c'est-à-dire satellite, et modèle. Et alors, ce qui est assez surprenant, c'est que dans le monde, on le verra tout à l'heure, il y a environ 200 000 glaciers de montagne. Et juste pour vous dire, on a seulement 40 glaciers qui sont suivis par des mesures in situ, donc vraiment au sol, dans le monde sur plus de 40 ans. Donc ça fait pas beaucoup quand même, donc ces observations, mais elles sont très longues et très coûteuses, et c'est pour ça aujourd'hui que les données satellites nous aident énormément.
Alors, qui sont ces glaciers? Moi, je vais parler des Alpes, là, en l'occurrence, qu'on gère au labo. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de glaciers qu'on suit, mais à nouveau, c'est des longues séries, elles sont continues, elles sont toujours faites pareilles, aux mêmes endroits, pour vraiment avoir une comparaison d'année en année. Les montagnards de la Salle reconnaîtront peut-être Mer de Glace et Argentière dans le massif du Mont Blanc. Le glacier de Saint-Sorlin dans le massif des Grandes Rousses, pas très loin de l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez vous dit peut-être quelque chose. Le glacier de Gébroula, qui est dans le parc national de la Vanoise et qui est pas très loin de Val Thorens. Et puis, j'allais dire, notre plus longue série qu'on avait en France, qui était le glacier de Sarenne à l'Alpe d'Huez. Et puis, le glacier de Sarenne, voilà, il a disparu. Donc, on a dû arrêter de facto les mesures sur le glacier de Sarenne. Et on l'a remplacé depuis maintenant quelques années, en essayant de faire une jonction avec le glacier blanc qui se situe dans le parc national des Écrins. Donc voilà nos glaciers emblématiques, j'allais dire, sur lesquels on a des décennies de mesures. Alors on y mesure à nouveau pour avoir l'état de santé de nos glaciers. Chaque année, on va faire des mesures, notamment de quantité de neige qui vont tomber à la surface des glaciers. Bien sûr, dans nos montagnes, il neige tout l'hiver à la surface de ces glaciers. On mesure donc des épaisseurs du manteau neigeux. Ça nous permet de dire à la fin de l'hiver combien le glacier gagne, j'allais dire, en masse. Donc on se déplace sur ces glaciers généralement au mois d'avril-mai. Et puis ensuite, arrive le printemps, l'été, la neige dans les montagnes fond, la glace qui est en dessous apparaît, et donc on mesure aussi l'évolution de la fonte de la neige et de la glace. Voilà, ça c'est vraiment ce paramètre état de santé. Et je ne sais pas si vous arrivez à le concevoir, mais ce qui lui tombe dessus, effectivement, à votre glacier, c'est globalement, jusqu'à présent, c'était de la neige. Et ce qui va le faire fondre, c'est tous les paramètres, justement, météorologiques, c'est-à-dire le rayonnement solaire, l'humidité, le vent et la température, etc. Donc finalement, un glacier, c'est comme une grosse station météo qui intégrerait tout ça à l'échelle de l'année. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un vrai lien entre les glaciers et puis la météorologie et donc à long terme le climat de nos montagnes. C'est compréhensible ça pour tout le monde? C'est comme une station, voilà, c'est à haute altitude, c'est une grosse station météo finalement. On y mesure du coup, je le disais tout à l'heure, les vitesses, les longueurs, les épaisseurs de glace, la forme du lit rocheux, vous verrez tout ça pourquoi on a besoin. On réalise beaucoup de mesures météorologiques de surcroît en installant des stations météo en bordure ou sur les glaciers, ce qui reste souvent très compliqué, les mesures en montagne, pour essayer d'avoir des paramètres qui soient pertinents. Vous avez toujours un capteur qui gèle, qui se décroche avec le vent, enfin bref, voilà, c'est des mesures qui ne sont pas si simples, donc il y a beaucoup de répétitions d'observations de terrain. Et puis on mesure aussi quand on veut quantifier la fonte de la neige et de la glace, un des meilleurs aussi proxy, donc une des meilleures variables qui permet d'estimer ça, c'est aussi les quantités d'eau qui sortent du glacier, donc des hauteurs d'eau et des mesures de débit. En France, on fait pas beaucoup donc on le fait beaucoup dans les autres pays, notamment Andes et Himalaya. Mais en France, vous savez qu'on a beaucoup de services de l'État en fait, qui gèrent les mesures de débit. Et donc on ne réalise pas beaucoup nous dans le réseau Glacioclim de mesures de débit. On travaille avec des sociétés comme EDF ou la Compagnie nationale du Rhône, etc., qui nous fournissent l'ensemble de ces données. Alors, une fois qu'on a fait nos mesures, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en tire de ces observations ? Pourquoi, effectivement, j'insiste sur cette notion de long terme, même si on a peu de glaciers suivis, l'important c'est toujours cette échelle temporelle d'observation. Et l'observation, c'est ce que j'écris court terme, elle peut biaiser complètement notre perception de l'évolution des glaciers. Sur les photos de gauche, là vous voyez, c'est toujours mon petit glacier de Saint-Sorlin, donc à moins de 50 ans d'écart. Et puis quelques mesures, au début où les mesures ont un peu commencé vraiment au sol dans les années 60, ça vous donne la perte de masse qu'on va cumuler d'année en année sur les glaciers. Puis vous dites, voilà, si on regardait qu'un petit bout, il se passe pas grand-chose. Et puis si d'année en année, maintenant on rajoute les unes après les autres, les pertes de masse sur les glaciers, ici toujours sur le glacier de Saint-Sorlin, on voit bien que effectivement depuis le début du siècle, nos glaciers perdent énormément de masse. Avec, encore une fois, peut-être que c'est aussi pour ça qu'il n'est pas toujours évident de
de dire que c'est si catastrophique. Il y a eu des périodes, effectivement, où les glaciers ont un peu perdu moins de masse. Et si vous regardez dans les années 60, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait plus de précipitations hivernales. Donc les glaciers, en fait, ont gagné un peu de la masse. Et si vous regardez dans les années 60-70, c'est l'époque où toutes les stations de ski, on va dire de moyenne altitude surtout, se sont construites dans les Alpes. Vous prenez voilà, l'ensemble ça a été ce qu'on a appelé l'âge de l'or blanc dans les Alpes, avec ce déploiement massif des stations de ski, parce que effectivement les hivers étaient beaucoup plus enneigés. Alors c'est effectivement. Donc on va ramener là l'unité, c'est ce qu'on appelle des mètres water equivalent, donc des mètres d'eau. Mais si tu veux, tu peux ramener ça quasiment à des mètres de glace. Ça veut dire qu'en moyenne, sur sa surface depuis 100 ans, le glacier de Saint-Sorlin a perdu 80 mètres d'épaisseur de glace en moyenne sur toute sa surface, avec des zones qui ont perdu plus, des zones qui ont perdu moins, mais quand tu fais tout un calcul, globalement, il a à peu près perdu un peu plus du coup, puisqu'il y a la densité de la glace là-dedans, il a perdu un peu plus de 80 mètres d'épaisseur de glace. Aujourd'hui, on va le voir après, le glacier de Saint-Sorlin, il y aurait 60 mètres de glace au maximum. Au maximum, avec des zones où il y en a encore moins, et voilà. Donc, effectivement, c'est une bonne question. Donc on a eu une période effectivement qui a été très marquée, et puis depuis le début des années 80, on observe quelque chose qui est vraiment lié, on le travaille notamment avec des données météorologiques. On a une augmentation des températures estivales, et donc on a eu une augmentation de la fonte qui était extrêmement marquée, et surtout cette augmentation des températures estivales, on a vu les longueurs des saisons d'été qui se sont rallongées. Si vous voulez, avant, dans les montagnes, globalement, il faisait chaud, on va dire, pour que ça fonde, pour passer au-dessus de 0 degré, en juillet et août. Aujourd'hui, dès le mois de mai, juin, juillet, août, septembre, parfois même jusqu'en octobre, vous avez des températures au-delà de 3000 mètres qui sont largement positives. Voilà, vous savez que de la glace, une fois qu'on passe à 0 degré, globalement, c'est assez simple, ça fond. Et donc, du coup, on observe vraiment, depuis ce milieu des années 80, une augmentation de la longueur des saisons de fonte. Et puis, depuis 2000, on a encore une accélération de la perte de masse. Et là, on le voit, il y a deux phénomènes qui se rajoutent. On a toujours des températures aussi chaudes en été, on a toujours des saisons de fonte aussi longues, on a un petit peu moins de neige maintenant en hiver en montagne, et puis surtout on voit apparaître un phénomène qui est la pluie qui arrive en fait sur la neige, notamment au printemps. Des phénomènes qu'on voyait très très peu avant, à 3000 mètres d'altitude et au-delà, c'est qu'aujourd'hui maintenant il pleut sur la neige. Et n'importe quel exploitant de station de ski vous dira que la pluie sur de la neige c'est catastrophique pour les pistes. C'est exactement pareil sur un glacier, effectivement le manteau neigeux hivernal disparaît très très vite parce qu'il pleut beaucoup maintenant au printemps sur les glaciers. Et la dernière composante, mais je ne sais pas si j'en reparle après, donc je vais le dire tout de suite, parce que je ne sais plus, c'est qu'on observe aussi depuis les années 2000, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a énormément d'intensification et de modification des régimes de vent, y compris sous nos latitudes. Et ce qui fait qu'en fait, on a des apports. En fait, vous avez peut-être vu toutes ces poussières de Sahara que vous voyez parfois sur votre voiture, etc. En fait, on a un apport de matière minérale ou de carbone suie en fait qui s'intensifie, qui ont tendance, alors à l'œil nu, c'est pas toujours très évident, sauf quand on a des gros épisodes évidemment comme le Sahara. Les épisodes sahariens, mais du coup on a des tendances, on a des surfaces de neige et de glace qui se noircissent, on va dire, et donc forcément une surface qui se noircit comparée à une surface qui est beaucoup plus blanche, elle a tendance à capter le rayonnement solaire et donc à intensifier la fonte des glaciers. Alors du coup, aujourd'hui on utilise ça, c'est les quelques mesures sur nos glaciers. Et donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait pour passer de une mesure où on galère dans le froid et la neige à environ 200 à 220 000 glaciers, on utilise toute cette pléiade, j'allais dire, d'images satellites, qu'elles soient des images satellites dans l'optique, dans le visible, ou des images satellites radar ou des lidars, etc. Et donc on permet cette fois-ci d'avoir des cartes. Alors c'est pas très visible sur ces cartes si on n'est pas expert de regarder des cartes du massif de Mont-Blanc, mais finalement ça c'est toujours ma mer de glace. Là, alors elle s'écoule dans l'autre sens, là c'est le haut et puis ça s'écoule vers le bas. Et vous voyez, on est capable de calculer maintenant avec les satellites et du coup partout sur les glaciers et partout sur les différents massifs de la planète, les pertes d'altitude en
fait que nos glaciers ont sur une période de répétition du satellite. Dans des images relativement visibles, j'allais dire, vous êtes capable, pareil, ça c'est le glacier d'Argentière qui s'écoule du haut vers le bas, vous êtes capable de regarder les zones du glacier où il reste de la neige qui paraissent un peu plus bleu clair et les zones qui sont complètement en glace qui sont les parties sombres. Et on arrive comme ça avec des tas de calculs à essayer de voir les pertes d'épaisseur des satellites, essayer de voir, effectivement, on a maintenant des tas d'outils pour calculer les vitesses des glaciers, etc. Alors, ce que font les gens, donc il y a une grosse communauté. Alors là, pour le coup, on travaille beaucoup avec des collègues. Autant les mesures sol, elles se font à Grenoble, les satellites aussi d'ailleurs, mais on travaille aussi beaucoup avec des gens du CNES et des gens de Toulouse, du coup, qui font des cartes d'évolution des glaciers. Et puis voilà, globalement, ce qu'on est, évidemment on va pas le détailler la carte ici, mais c'est juste pour vous montrer qu'on est capable dans toutes les régions du monde de voir les pertes, donc la perte d'épaisseur en fait des glaciers depuis les zones d'Amérique du Sud, l'Alaska, etc. Alors quand on regarde ce genre de carte, je m'arrête juste une minute pour vous donner un exemple. Plus c'est rouge, plus ça perd, plus on arrive dans le bleu, et plus, vous le voyez là, on a tendance à gagner de la masse, on est en positif. Et puis alors vous allez me dire, si je regarde les hautes montagnes d'Asie, là, le panneau qui est juste là, donc toute cette chaîne himalayenne, il y a un endroit, c'est bleu. Donc, votre changement climatique, voilà, les glaciers gagnent du volume. Soit c'est une erreur du satellite, soit c'est vraiment ce qui se passe. C'est vraiment ce qui se passe, et c'est ce que moi j'essaye aujourd'hui de donner comme message, c'est qu'en fait la machine climatique, la Terre, c'est une énorme machine. Et aujourd'hui on ne parle plus, et je pense que quand vous sortirez de cette salle, c'est peut-être la seule chose à garder, c'est qu'on ne parle pas de réchauffement climatique, on parle de changement climatique. Tout simplement parce que dans ces régions du monde, effectivement, la température de l'océan, elle augmente partout sur la planète. Donc on a de l'évaporation de plus en plus fort, et donc on a des systèmes de moussons de plus en plus forts juste sur cette région, en fait, à gauche de la chaîne himalayenne qui s'appelle le Pamir. Donc c'est le Karakoram. C'est vers le Pakistan. Et donc qu'est-ce qui se passe sur cette partie ouest de la chaîne himalayenne qui est soumise à des moussons qui sont de plus en plus intenses? Comme vous êtes sur des sommets à plus de 7000 mètres d'altitude, qui dit plus de pluie là-haut, c'est encore, pour le coup, encore de la neige, et donc vos glaciers, ils gagnent du volume. Donc effectivement, la notion juste de réchauffement, un glacier, c'est pas qu'un bout de glace qui fond, il y a plusieurs processus, il accumule de la neige, et puis ensuite cette neige elle se transforme et elle fond, mais il n'y a pas que ça, voilà, il y a des choses qui peuvent paraître un peu contradictoires, mais finalement qui ne le sont pas. On parle vraiment de changement climatique à l'échelle globale. Alors une fois que tout le monde a fait ses petits calculs, partout dans tous les pays, vous êtes capable de sortir ce genre j'allais dire de graphes en bâtonnet comme ça, qui vous donne depuis les années 50 sur l'ensemble des glaciers du monde. Globalement, quand c'est bleu, c'est que l'ensemble des glaciers du monde ont gagné du volume. Quand c'est rouge, c'est que l'ensemble des glaciers du monde ont perdu du volume. J'espère que voilà, vous voyez bien les couleurs. Globalement, effectivement, on est dans on est quand même, depuis les débuts des années 50, en moyenne, on perd quand même de la masse, même s'il y a eu une époque un peu plus stable, comme vous le voyez là. Et puis, depuis les années 2000-2010, on perd de plus en plus de masse. Et globalement, ce sont nos régions, des Alpes et les tropiques. Donc, quand je dis les tropiques, c'est Bolivie, Pérou, Équateur, essentiellement. On a perdu, donc si on en revient au volume des glaciers des années 2000, en 2020, on avait perdu 30%. Voilà, sur 20 ans, les glaciers ont perdu 30% de leur volume. Et alors, donc ça, c'est en moyenne. Et regardez pas la courbe à gauche, c'est pas la peine. J'ai mis cette image-là juste parce que l'année 2022, et alors là, nous, on n'a pas encore fini les calculs de l'année 2025, parce que comme c'est
un hiver plus un été, hein, la vie d'un glacier, faut attendre la fin de l'été. On y est, on est en train de faire les mesures, mais pour avoir son état de santé de l'année. En 2022, en fait, ça a été le record absolu de perte de masse sur les glaciers. Donc, si on peut regarder la courbe, ceci dit, chaque fois, donc chaque triangle, c'est la perte chaque année qu'on cumule, et puis vous avez le saut en 2022. Donc, on a perdu 2 à 3 fois plus que la moyenne de ce que les glaciers perdaient. Et donc, c'est nos amis suisses là qui ont fait ce petit schéma-là, comme quoi on avait perdu autant de glace. Donc, sur les glaciers français, on a perdu en une seule année en fait 5 à 7% de la masse restante. Donc, comme il en reste pas beaucoup, il faudrait pas qu'il y en ait trop des années comme ça. Et ça a été surtout ce qu'on je trouve hyper impactant, c'est que cette perte de masse, elle a été visible jusqu'en haut. En haut du sommet du Mont Blanc. Et c'est quand même assez rare pour le noter. C'est la première fois donc à partir de là d'images satellites, en fait, on a regardé la perte de masse sur les 10 dernières années, on va dire, pour faire simple, et puis la perte de masse sur juste l'année, alors 2021, hiver 2021, été 2022. Et donc, plus c'est rouge, évidemment, plus on perd de la masse. Et en fait, on voit qu'à toutes les altitudes, en fait, on a perdu de la masse. Et en fait, ça veut simplement dire que cette perte de masse, c'est-à-dire que au sommet du Mont Blanc ou juste sur les sommets approximatifs à plus de 4000 mètres, effectivement, on a eu des températures positives, on a eu des dépôts de poussière. C'était l'année en plus où il y a eu des dépôts sahariens absolument énormes qui ont accéléré, j'allais dire, la fonte de toute cette neige. Et voilà, c'était des phénomènes qui jusqu'à présent n'étaient pas observés. Et cette année 2025, le mois de juin a été un moment un peu critique pour nos glaciers. Donc j'ai pas les valeurs, ça va pas être très enthousiasmant. On va pas être dans le bleu, hein, je vous rassure, on va vraiment être dans le rouge une année de plus, mais voilà. Alors une fois qu'on a dit ça, pourquoi on fait tout ça? Alors d'une, pour avoir cet indicateur du climat sur le long terme dans nos montagnes. Je ne sais pas si vous savez, mais Météo France, typiquement, on n'a pas de station météo au-delà de... généralement, la moyenne, les plus hautes, elles sont globalement à 2500 mètres, très peu au-dessus. Donc on travaille beaucoup avec Météo France sur ces stations météo et sur ces glaciers comme indicateur du climat. Et nous, évidemment, ce qui nous intéresse, et ce qui intéresse tout le monde, c'est d'essayer de simuler le futur des glaciers. Avec la seule façon aujourd'hui de simuler le futur des glaciers, je suis pas Madame Irma, on n'est pas des voyants, il y a vraiment toute une démarche derrière ça. Et donc, on a besoin de toutes ces données qu'on a qualifiées et calibrées sur les glaciers, toutes ces données qualifiées sur les glaciers pour calibrer nos modèles d'évolution. Donc, en fait, on a ici typiquement la mer de glace et Argentière, donc les deux glaciers du massif du Mont Blanc en 2020. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on utilise, je ne sais pas si vous avez des notions sur ces scénarios qui sont les futurs scénarios d'évolution des gaz à effet de serre, ces fameux scénarios qui sont fournis par le GIEC notamment. Donc, on part donc de ces scénarios dans un premier temps qu'on appelle les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des scénarios RCP, donc qui vont dépendre évidemment de toutes les directives, j'allais dire gouvernementales, sur l'évolution de ces gaz à effet de serre. Donc avec des scénarios, on peut dire optimistes, c'est-à-dire une stabilisation des gaz à effet de serre en 2030, jusqu'à des scénarios qui sont complètement pessimistes, c'est-à-dire pas de stabilisation jusqu'en 2080, voire 2100. Puis entre les deux, vous avez tout un panel d'évolution de ces fameux scénarios de gaz à effet de serre. Derrière, en fait, ce que font les climatologues, c'est qu'ils prennent ces fameuses émissions de gaz à effet de serre, ils mettent ça dans des gros modèles de climat, et ils transforment ça en évolution des températures, des précipitations, du rayonnement, du vent, etc., à toute l'échelle de la Terre. Et ensuite, on en fait ce qu'on appelle de la descente d'échelle, c'est-à-dire qu'on le ramène dans nos Alpes, nos montagnes, etc. Puis ensuite, on applique ça sur des modèles d'évolution des glaciers. Et pour obtenir ça, ce genre d'image, évidemment, alors qui s'écoule dans l'autre. Donc je remets juste la photo avant. La mer de glace, elle s'écoule du haut vers le bas, Argentière du haut vers le bas, alors que l'image... Quand on n'est pas très familier, je suis désolée, c'est peut-être pas très simple. Là, la mer de glace, elle s'écoule du coup comme ça. Il y a Chamonix là-bas et Argentière s'écoule comme ça.
Et donc ces deux glaciers, Mer de Glace et Argentière. Donc Mer de Glace, il y a encore un peu plus de 300 mètres d'épaisseur de glace en son maximum. C'est le plus gros glacier français. Et Argentière un tout petit peu moins en son centre. Et donc on a ce genre de simulation. Alors ça, c'est un scénario qui est un scénario qu'on dit moyen. Donc c'est ce qu'on appelle le RCP 4.5. Donc c'est vraiment le scénario globalement ni optimiste ni pessimiste, mais c'est celui sur lequel alors, actuellement, depuis 4-5 ans, on commence à le dépasser, c'est-à-dire qu'on va un peu plus vers le pessimiste. Et donc cet accord 4.5 était censé respecter les accords de Paris. Donc là, évidemment, on passe un peu au-dessus. Et donc ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a 80% pratiquement des glaciers, en tout cas 80% des glaciers des Alpes disparaissent selon ce scénario 4.5. Évidemment, si vous prenez un scénario plus pessimiste, c'est 100% et ça sera avant 2080 ou avant 2100. Alors c'est pas très enthousiasmant et c'est surtout pour la petite histoire. On a alors je parle mais je regarde jamais l'heure moi, donc non, ça va encore. Ok. Juste pour vous expliquer que pour faire des modèles d'évolution future des glaciers, ce qu'on fait, c'est qu'on cale tous nos modèles avec les données du passé. Et globalement, moi, quand je suis arrivée au labo, on avait commencé à faire cette simulation de ce fameux glacier de Saint-Sorlin dans le massif des Grandes Rousses, donc au début des années 2000, et donc on avait notre modèle d'évolution du glacier et on le calait avec les 20 précédentes années, en fait, pour le faire tourner et essayer de voir ce qui se passait dans le futur. Et là, on annonçait donc à l'époque la disparition du glacier de Saint-Sorlin pour 2080, si on prenait les 20 dernières années et quand on partait sur cette tendance. Évidemment, là, on a refait la simulation, non plus avec les 20 années des années 80 à 2000, mais avec les années 2000 à 2020. Et du coup, le glacier, cette fois-ci, il disparaît en 2050. Et donc, c'est notre simulation, hein, encore une fois, avec toutes les incertitudes qu'il peut y avoir. Et effectivement, de toute façon, le glacier Saint-Sorlin, je ne sais pas si vous voyez donc, cette grande pente de glace qu'on appelle la pente de l'étendard, donc qui s'est coupée en 2022. Notre simulation qu'on avait faite dans les années 2000, elle annonçait qu'elle se couperait entre 2040 et entre 2045. Donc on avait effectivement un wagon de retard. Donc on réactualise comme ça nos observations. Donc c'est valable un peu, évidemment, ces simulations futures des glaciers, elles sont valables pour beaucoup d'endroits de notre planète. Et souvent, on me pose la question, mais il n'y a rien à faire. J'essaye juste de vous faire comprendre que aujourd'hui, en fait, il y a une différence, évidemment, entre les émissions de gaz à effet de serre qu'on a et la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est-à-dire que même en cas d'arrêt total aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre, ils sont toujours là-haut, eux. Et donc, ils impactent la machine climatique encore pendant longtemps. Donc, il faut vraiment faire cette différence. C'est pour ça qu'il faut agir très vite, parce qu'une fois qu'ils sont là-haut, ils y restent un petit moment. Et donc, ils influencent globalement le climat sur quand même des décennies. Donc, globalement, sur toutes les Alpes, si on arrêtait aujourd'hui l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, il y a quand même plus de 30% déjà qui disparaîtraient. Donc, je vous dis, c'est pas demain qu'on arrête l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Vous le savez aussi bien que moi. Si on continue sur la tendance des émissions des 20 dernières années, on perd 50%. Si on continue sur les 10 dernières années, on perd 65%. Ça, c'est toutes les Alpes. C'est la simulation qu'on a faite de la France à l'Autriche. Par contre, sur les Alpes françaises où les glaciers sont beaucoup plus petits et par rapport à l'Autriche, globalement, on a beaucoup plus de fonte, soumis à des climats plus chauds encore qu'en Autriche. En France, on perd jusqu'à les 3/4 de nos glaciers. Donc, il y a vraiment urgence à faire quelque chose. Je vais juste passer ça. Et pourquoi c'est impactant? Je voulais juste vous montrer quelques petits exemples sur nos glaciers de montagne. En quoi ça nous concerne? Il y a 3 effets, j'allais dire. Il y a un effet qui est mondial, c'est qu'un glacier qui fond, globalement, c'est de l'eau qui retourne à l'océan. Et donc, on a une augmentation du niveau des mers sur les décennies à venir. Donc le niveau des mers a augmenté déjà alors ça paraît pas beaucoup, effectivement, on se dit 20 cm en plus de 100 ans. Si, et je dis bien si, on faisait fondre tous les glaciers de la planète aujourd'hui, sans compter les calottes polaires, on serait à un potentiel d'élévation du niveau des mers de 40 cm. Donc on rajouterait, 40 cm à cette élévation du niveau des mers. Et si vous regardez, donc ça c'est
finalement les scénarios. Donc c'est toujours voilà, 2,6 c'est si on était pessimiste, 8,5 si on est optimiste, pardon, pessimiste. Et donc on voit que l'élévation du niveau des mers dans le prochain siècle, elle évolue. Donc on en a déjà pris 20. On va sur entre plus 40 et plus 1 mètre 10 d'élévation du niveau des mers. Et globalement, il y a quand même 800 millions d'habitants sur la planète qui vivent entre 0 et 1 mètre de dénivelé. Hein. Donc pour ces gens-là, vous leur rajoutez 50 cm ou 60, ça peut être très très vite critique. Donc cette notion de niveau des mers, les valeurs sont pas énormes finalement, mais c'est quand même extrêmement impactant. Et puis nos glaciers, en fait, ils réagissent très très vite, à la différence encore pour le moment des grosses calottes polaires qui vont réagir un peu plus lentement. Donc voilà, quand on dit qu'il y en a 80% qui vont disparaître, ça a un impact important. Pardon. L'autre impact, donc là, le premier, il était très mondial. Le deuxième, il est très local. Et celui-ci, c'est tout ce qui est la gestion des risques naturels liés à l'évolution de ces glaciers sous contexte de changement climatique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en discutant. Moi, j'ai vu mon métier de chercheuse évoluer, j'allais dire, quasiment à 180 degrés ou presque. Aujourd'hui, en fait, je pense que 90% de mon temps, c'est répondre à des attentes, soit de communautés de communes, soit de stations de ski, soit de grands groupes d'hydroélectricité, pour essayer de prévoir et d'anticiper en fait l'évolution de ces glaciers. Donc, on a en ce moment, donc on travaille sur à la station de ski de Tignes, il y a le glacier qui se réduit énormément. Il y a un gros lac qui s'est formé et qui menace notamment tout le Club Med là, qui est sous Tignes, qu'on a vidangé du coup l'an dernier, qui se remplit, qu'il faut revidanger. Pareil, lac des Bossons, donc en vallée de Chamonix, qui menace directement la vallée de Chamonix. On a vidangé depuis 10 ans, 12 ans maintenant, la poche d'eau, donc celle-là qui est beaucoup plus difficile à voir, sont des poches d'eau dans les glaciers, donc du petit glacier de Tête-Rousse qui est au-dessus de Saint-Gervais-les-Bains, dans le massif du Mont-Blanc. On travaille beaucoup, et ça devient autant les lacs qui sont visibles, et on sait à peu près aujourd'hui prévoir leur évolution. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est ces chutes de glace, qu'on appelle des chutes de sérac, donc à 2 endroits, Grande Jorasse et Tacona. En fait, ce sont des endroits où la glace, très en altitude, était relativement froide, bien collée aux rochers. Aujourd'hui, la glace se désolidarise complètement parce qu'il y a de l'eau de fonte qui apparaît. Et du coup, il y a des quantités de glace qui risquent de s'effondrer. Le sérac des Grandes Jorasses, donc versant italien, on bosse avec les Italiens sur ce projet-là. La voie normale, évidemment, aux Grandes Jorasses est fermée très régulièrement. Et le village de Tacona, qui est juste avant l'arrivée à Chamonix, du coup, il y a tout un système de paravalanche en fait qui a été installé. Donc ça c'est le genre d'expertise sur les risques naturels. Il n'y a pas de bureau d'études en glaciologie. Il y en a d'autres pour d'autres domaines en France, mais en tout cas ça il n'y a pas. Donc c'est nous qui avons l'expertise, les mesures et les modèles. On bosse sur un autre domaine. Beaucoup, tout ce qui est lié aux crues, lié aux glaciers. Notamment, il y a 5 ans, pareil, je ne sais pas si vous le savez, mais Chamonix a régulièrement les pieds dans l'eau en été. Et pourquoi Chamonix a les pieds dans l'eau ? Parce que en fait, Chamonix est une de ces villes ou villages qu'on appelle en tête de bassin versant, donc qui est très haut, j'allais dire en montagne, très proche des glaciers. Et en fait, en été, quand vous avez des très fortes chaleurs, où les glaciers fondent beaucoup, ça apporte beaucoup d'eau à la rivière Arve, ici, qui traverse Chamonix. Et si vous cumulez ça avec des orages extrêmement violents, et du coup qui sont à très haute altitude en général puisqu'il y fait chaud, vous avez en fait des crues dans la rivière Arve qui sont réguliers. Et là c'était la préfecture du coup de Chamonix en lien avec la mairie de Chamonix qui nous a demandé, enfin la communauté de communes plutôt, qui nous ont demandé, on a développé tout un système finalement de prévision des crues à Chamonix, donc exactement comme les bulletins de risque d'avalanche, vous regardez rouge, jaune, vert là, on a fait ça effectivement pour la préfecture et donc c'est un outil globalement dont la préfecture se sert aujourd'hui pour essayer d'anticiper le fait qu'il y ait des crues sur Chamonix. Et on essaye aussi, du coup, je redirai un tout petit mot tout à l'heure, enfin juste à la fin là, on travaille beaucoup avec nos collègues du coup de régions du monde qui n'ont pas
ni les observations, ni les mesures, ni les modèles pour essayer d'anticiper. Tout à l'heure, je vous disais, au Pakistan, on travaille pas mal avec des personnes qui sont là-bas. Ces histoires de moussons là, qui font grossir mes glaciers, le problème, c'est qu'en bas, les moussons, ça se transforme en flotte énorme. Et c'était pareil au Pakistan. Donc, en 2022, là, on a une très, très forte fonte, une mousson extrême, et puis voilà, des cours d'eau qui ont largement débordé. Et enfin, donc dernier truc que je voulais préciser de notre travail, un impact. On a vu le mondial, on le voit le très local, et là on a un impact, on va dire, plutôt régional, parce que les glaciers, on les appelle aussi des châteaux d'eau, finalement, hein, c'est un stock de glace qui est là, et donc c'est les châteaux d'eau de notre planète, et donc l'eau de fonte des glaciers, ça a quand même beaucoup d'impact pour l'agriculture, la consommation, l'hydroélectricité et le tourisme, avec un impact voilà, sur la biodiversité des rivières. Il y a des laboratoires de Grenoble qui travaillent justement sur cette biodiversité des rivières et les habitats de montagne. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de voir comment vont évoluer effectivement le débit de nos rivières et à l'aval, ça veut dire notamment les nappes phréatiques, la capacité de pompage dans ces rivières, etc. Juste pour rappel, sur ces rivières ou fleuves, j'allais dire plutôt de montagne, tous les grands fleuves en Himalaya, vous pouvez prendre le Gange, le Brahmapoutre, l'Indus, les débits de ces rivières, pour presque 90% à certains moments de l'année, sont liés à la neige et aux glaciers. Donc vous doutez bien que dans un monde où on enlève la neige et les glaciers, si on enlève, hein, pour l'instant il y a encore de la glace en Himalaya, je vous rassure, mais globalement ça a un énorme impact de savoir quel va être ce débit des rivières dans ces régions du monde. Autre exemple avec qui on travaille beaucoup, les Boliviens, à La Paz en Bolivie, la capitale, en saison sèche, donc quand il y a zéro précipitation, il y a quand même 30% de l'eau qui arrive à La Paz qui est liée à la fonte des glaciers. Pareil, vous n'avez plus de glaciers, vous enlevez 30% d'eau dans une capitale comme La Paz, qui peut avoir des conséquences dramatiques. Alors effectivement, beaucoup de gens se disent on va faire des barrages un peu partout pour essayer de capter l'eau. C'est pas toujours évident, hein, que ce soit notamment pour d'autres enjeux, notamment sur les écosystèmes. Et donc je finirai par un exemple qu'on a réalisé il y a très peu de temps pour une société hydroélectrique qui s'appelle Emosson. Emosson est une société suisse mais qui capte les eaux de la France, du glacier d'Argentière ici et du glacier du Tour pour les ramener en Suisse, au barrage d'Emosson. C'est un accord avec EDF et avec la France, évidemment. Et donc, ça fait 50 ans qu'on bosse avec Emosson, sur ce glacier d'Argentière. On fait énormément de mesures sur ce glacier. Et ils nous ont demandé, en fait, cette société hydroélectrique, donc barrage, hein, donc dollars globalement, quelle est l'évolution du glacier du coup pour la fin du siècle et quels sont les débits finalement attendus du glacier d'Argentière, donc quelle est la capacité d'entonnage que peut avoir une société hydroélectrique comme Emosson. Juste à côté, on a fait la même chose sur la mer de glace, puisque là, cette fois-ci, c'est EDF qui exploite l'eau de la mer de glace. Donc on a refait, plus récemment, avec des outils, on a refait nos petites modélisations. Ça, c'est la même chose que je vous ai présenté. Donc sur Argentière, c'est très facile. Enfin, c'est très facile. Non, c'est pas très facile, mais on arrive à le faire parce qu'on a toutes ces décennies d'observation. Donc on recalcule le retrait de notre glacier, puis ensuite on essaye de calculer les débits dans le bassin versant. Et je voulais vous montrer ça, parce que ça, c'est cette courbe, donc c'est la courbe des débits de aujourd'hui jusqu'à 2100 pour le glacier d'Argentière. Globalement, la quantité d'eau qui est attendue année après année sur le glacier d'Argentière. Et il y a une notion qui est extrêmement importante, c'est ce qu'on appelle le pic d'eau d'un glacier. Juste pour vous faire comprendre, Argentière est encore un grand glacier. Donc dans un premier temps, comme il va y avoir quand même un changement climatique qui s'accélère un petit peu, on va avoir tendance à faire fondre de plus en plus de glace. Mais au bout d'un moment, quand la surface elle rétrécit vraiment, il y a moins en moins de glace à fondre, donc il y a moins en moins d'eau qui va être apportée à la rivière. Et ce pic d'eau, en fait, c'est ce qui est attendu, j'allais dire, par à peu près tout le monde dans le monde, hein, notamment sur les grandes rivières qu'on a vues, les grands fleuves, que ce soit en Asie ou dans les tropiques. Tout le monde cherche à savoir quand est-ce qu'est le pic d'eau d'un glacier ou d'un bassin versant. Le petit glacier de Saint-Sorlin, typiquement, on l'a calculé, c'est fini, hein, c'était dans les années 2000. Lui, il est trop petit pour apporter plus d'eau au moulin, j'allais dire. Donc globalement, effectivement, il y a un pic d'eau entre 2035 et 2045. Mais petit problème, en fait, l'eau du glacier d'Argentière, elle est entonnée en fait par des puits qui sont sous le glacier, hein, via des conduites et des galeries. Et en fait, la capacité d'entonnage est trop petite. Donc pour un exploitant comme Emosson,
ils sont incapables d'ici à 2040 d'agrandir les galeries qui sont celles des Mossons. Donc dans un premier temps, en fait, cet exploitant va perdre de l'argent parce qu'effectivement, ils seront incapables d'entonner l'eau pour la ramener sur le glacier, sur le barrage des Mossons. Donc ça, c'est une première constatation pour eux. Donc c'est très factuel, hein. Nous on leur donne ça, après ils se débrouillent et ils en font voilà, ce qu'ils pourront. Et puis évidemment, dans un deuxième temps, qui dit moins de glaciers, ou beaucoup moins, voire un glacier qui disparaît, ça c'est un scénario moyen, les débits vont diminuer et donc effectivement il y aura un apport en eau dans le barrage qui sera moindre. Donc un barrage évidemment, hein, c'est des concessions, c'est une concession entre la France et la Suisse, donc c'est tout un travail derrière de savoir comment en fait essayer de préserver au mieux l'eau et voilà, de ce glacier. Donc voilà typiquement le genre de graphes, enfin de détails, d'expériences qu'on peut donner aux exploitants. Et surtout, ce qu'on a vu, c'est que globalement, entre un bassin versant où vous avez un glacier et un bassin versant où vous n'avez pas de glacier, les glaciers ont la bonne idée de fondre surtout en été, donc en juillet-août dans nos montagnes, et donc d'apporter de l'eau dans nos rivières à des moments où on est déjà globalement, on va dire, on a peu de pluie, hein, l'été, on va faire simple. Et globalement, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, si vous enlevez votre glacier, vous décalez la saisonnalité aussi, c'est-à-dire que les rivières en été, nos rivières seront de plus en plus sèches. Et on va avoir plus d'eau globalement au printemps. Et ça pose beaucoup de questions aujourd'hui. On a une étude qui va être financée par la Compagnie nationale du Rhône, parce qu'eux, ils ont besoin effectivement de connaître les débits du Rhône, donc depuis le haut, hein, depuis le Léman jusqu'à Marseille, dans les 50 ans qui viennent, et de voir effectivement la saisonnalité en fait de ce débit du Rhône. Vous le savez tous, il y a des centrales nucléaires sur le Rhône, donc voilà, il faut bien. C'est pas une question de température, hein, c'est pas les glaciers qui vont réchauffer, refroidir. Voilà, ce sera pas les glaciers qui vont réchauffer ou refroidir, mais quels débits vont être attendus dans les 50 ans qui viennent pour le Rhône, en fonction de l'évolution des glaciers, du manteau des Jeux et de la pluie. Vous voyez bien que s'il pleut, ça part tout de suite à la rivière. S'il neige, la neige de l'hiver, elles font aller en avril, mai, juin. Si vous avez un glacier, vous apportez en plus de l'eau en juin, juillet, août. Si vous changez un peu tout ce régime-là, forcément, vous changez votre débit du Rhône. Et ça a des impacts non négligeables. Donc voilà, typiquement, les exemples de liens sciences-société, on va dire, sur lesquels on travaille. Voilà, et donc je finirai juste par ça, parce que je pense que l'idée, c'est d'échanger. Donc aujourd'hui, il reste quand même, on ne fait pas que du travailler avec les décideurs et les collectivités, mais même si on en fait beaucoup, on travaille beaucoup sur ces dépôts de poussière, voilà, tout ce qui est black carbone, la pluie sur la neige, ça c'est vraiment un vrai sujet. Le glissement des glaciers qu'on a encore du mal à contraindre, et tous les chemins de l'eau. Évidemment, tout ce que je vous dis, vous avez vu, il y a des barres d'incertitude, hein, des enveloppes rouges, bleues. Voilà, donc on cherche toujours à améliorer nos incertitudes, les mesures, les outils, les modèles, dans toute démarche scientifique. Bien sûr, on travaille avec des décideurs. Et puis, nous, ce qui nous préoccupe beaucoup, encore une fois, que Mosson ou EDF aient des spécificités, que ça soit compliqué effectivement de gérer l'avenir. Je pense que c'est ailleurs dans le monde les vrais enjeux. On le voit évidemment notamment sur l'Himalaya, qu'on appelle le 3e pôle de notre planète, donc l'endroit le plus englacé des massifs de montagne, où il y a très peu de mesures, très peu de science, et c'est compliqué pour eux. Voilà. On n'oublie pas les 2 grandes calottes polaires, parce que là, moi, je vous parle de ce qui se passe d'ici à 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais notamment le pôle sud, l'Antarctique. Voilà, il y a beaucoup de recherches qui se font au labo sur l'Antarctique, parce que c'est un endroit du monde qu'il faut pas négliger. Et puis, voilà, vous êtes là aujourd'hui, je vous en remercie. Partager et transmettre, même si on retient que des petites brides, voilà, chacun a une brique d'aller transmettre et parler de ce changement. Les glaciers sont un exemple évidemment du changement climatique. Vous en connaissez d'autres. Vous travaillez beaucoup sur tout ce qui est biodiversité et tout ça, donc j'imagine que voilà, c'est des éléments qui sont chers aussi. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour cette conférence, comme d'habitude complète et vraiment intéressante. Et on a un petit moment, comme d'habitude, pour quelques questions. Moi, je me demandais si c'était possible qu'un glacier se reforme à l'endroit où il y avait un précédent glacier, même si le précédent avait complètement disparu,
ou pas? Parce que dans un scénario où, par exemple, là, on est peut-être en retard en termes de progression scientifique, enfin, progrès environnementaux, le changement climatique va peut-être s'accélérer. Et si jamais on arriverait à décélérer le réchauffement climatique, mais trop tard pour certains glaciers, est-ce qu'ils pourraient se reformer à ces endroits-là? Ou alors il faut vraiment une base de glaciers pour qu'il y ait un glacier qui se forme? Non, tout à fait. Ce qu'on appelle, évidemment, s'il neige un hiver dans une montagne, c'est pas pour autant que tu as un glacier juste après. La définition d'un glacier, même si on en reprend la définition, c'est effectivement un glacier. Alors peut-être que j'aurais peut-être dû commencer par ça. C'est de la neige qui tombe en montagne, qui se tasse sous son propre poids, qui se transforme avec les phénomènes de gel-dégel en glace et qui s'écoule vers le bas. Et globalement, si tu effectivement as un sol nu, si pendant, on va dire, 10, 15, 20 ans, tu as des hivers extrêmement enneigés, où tu accumules de la neige qui va petit à petit se transformer en glace. Si derrière, tu as des étés pendant 20 ans, alors je donnerai un exemple, par exemple, pour la mer de glace après, des étés qui sont tout pourris, c'est-à-dire il fait froid, il pleut, il y a très peu de rayonnement, etc. Alors oui, on reconstruira de la glace. Donc, c'est pas irréversible, effectivement, c'est plus la trajectoire que l'on prend. L'exemple de la mer de glace que je vous donne, il y a une notion, c'est vrai qu'on peut tous aller se balader sur le bord d'un glacier et puis on voit sa position finale qu'on appelle le front. Et donc, oui, on voit ce front qui d'année en année, alors il n'a pas de petites jambes pour reculer, mais enfin, il fond sur place, donc il disparaît sur place. Donc, l'impression qu'il remonte comme ça dans la vallée, alors qu'en fait, la glace, elle descend du bas. C'est ça qu'il faut bien noter. Un glacier, c'est de la gravité. Il s'écoule vers le bas, et sa position finale, on a juste l'impression que ça remonte, mais ça remonte pas. C'est juste que ça fond sur place d'année en année, quoi. Donc voilà. Faut pas oublier que ça descend du bas. Et la mer de glace, typiquement, pour voir cette mer de glace un jour réavancer vers le bas, enfin reprendre du volume, il faudrait, elle a vraiment un temps de vie de 15 ans. Donc il faut 15 hivers extrêmement enneigés sur la mer de glace, plus 15 étés derrière qui soient tout pourris, pour qu'enfin on voit un petit sursaut de ce glacier qui reprenne du volume et de la vitesse et du coup la position finale qui soit un peu plus basse dans la vallée. Donc ça serait possible, effectivement. Et c'est bien ce qui s'est passé à bien plus grande échelle entre les périodes glaciaires et les périodes interglaciaires de l'histoire de la Terre. Je voulais savoir, vous avez parlé à un moment du glacier de Sarenne qui avait disparu. Est-ce que pour avoir une idée des incertitudes concernant les scénarios du futur, il y avait eu une date pour le glacier pour sa disparition qui avait été prévue? Non, c'est une très bonne question aussi. Non, il n'y a pas eu pour Sarenne parce que donc typiquement quand on a commencé à faire Saint-Sorlin, la simulation dans les années 2000, c'était les premières simulations qu'on faisait du futur des glaciers. Avant, on n'avait pas les outils numériques, informatiques pour le faire, plus la connaissance, j'allais dire, pour le faire. Et Sarenne, déjà, dans les années 2000, il avait déjà tellement réduit qu'en fait on avait dit supprimer toute une zone de mesure et donc comparer les mesures de Sarenne qui n'étaient plus faites sur la même superficie, la même gamme d'altitude par rapport à ce qui se faisait avant, aurait complètement faussé les résultats. Et ce qui fait que d'année en année les gens disaient là ça va être dans 5 ans, ça va être dans 7 ans, voilà. On savait que globalement c'était ça arriverait, mais non, on n'avait pas fait de simulation. D'autres questions? Quand on parle de disparition d'un glacier, c'est quoi exactement la définition? Il n'y a plus de glace pendant l'été ou il n'y a plus de glace du tout toute l'année? Plus de glace du tout. D'accord. Il n'y a plus de glace du tout. Et du coup, dans les scénarios que vous aviez montrés là, avec le Mont Blanc en 2080, dans le RCP à 4.5, c'est des photos de l'été ou de toute l'année? Alors, de toute façon, ça change. J'allais dire, c'est l'épaisseur moyenne. Ton glacier, si je prends un exemple, Argentière, en son centre, au plus épais, il lui reste à peu près 240 mètres, à certains endroits 200-240 mètres de glace. Ce que tu lui rajoutes ou ce qu'on lui enlève par année à Argentière, en moyenne, c'est 1,50 m de glace. Bon, sauf en 2022, on lui a enlevé 3,50 m tellement ça a fondu. Mais si tu veux, cette valeur-là, donc c'est ce qu'on enlève finalement à la fin de l'été sur les 2 mètres, 240 mètres, donc ça compte, j'allais dire ça compte pas. Ce qu'on donne, c'est vraiment des moyennes, c'est-à-dire qu'à l'échelle de l'année, on se dit que chaque année,
enfin les simulations qu'on donne, c'est de l'année Tartampion, le glacier va perdre 2 mètres à la fin de son année à lui, c'est-à-dire à la fin de son hiver, plus son été. Il gagne de la masse en hiver, mais en fait aujourd'hui, il en gagne déjà plus beaucoup en hiver. Et comme ça fond de plus en plus en été, on rogne évidemment tout ce qu'il a gagné en hiver, et en plus on rogne ce qu'il y avait des années d'avant, si tu veux. Donc chaque année, ce bilan, il est rouge, il est négatif. Il perd, chaque année, le glacier sur sa superficie globale perd de la masse. Donc tu perds 2 mètres d'épaisseur de glace, 3,50 mètres comme en 2022. Cette année, je ne sais pas, on est pas loin des 3 mètres aussi, sur le total qui reste des 240 mètres de glace à un endroit. D'autres questions? Oui. J'ai une question sur les scénarios du GIEC. Là. Vous avez dit que vous appuyez dessus pour après ajuster vos modèles de fonds des glaciers, etc. Mais je pensais que le GIEC s'appuyait aussi sur les données des glaciologues pour construire leurs scénarios. Enfin, du coup, c'est dans quel sens que ça fonctionne? Alors, il y a plusieurs... le GIEC, c'est tu as ce qu'on appelle les bases physiques du GIEC. Donc, c'est les océans, le climat, etc. Et puis, tu as d'autres personnes du GIEC qui sont des sociologues, des historiens, des économistes, etc., des démographes, qui essayent, en fonction de la population mondiale, des modes de consommation, etc., de prévoir la quantité de gaz à effet de serre qu'il va y avoir dans l'atmosphère, avec plusieurs... donc, la quantité de gaz à effet de serre qu'on va émettre dans l'atmosphère. Ces émissions de gaz à effet de serre, lors des fameuses COP, elles sont censées être révisées par les gouvernements du monde entier pour s'adapter. Et donc, ensuite, les personnes qui travaillent sur cette partie-là du changement climatique donnent des émissions en disant bon, bah, peut-être que ça ne sera pas 350 parties par million, mais plutôt 340 à l'horizon 2080. Eux, ils nous donnent vraiment des quantités de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, ça porte bien son nom, pour faire relativement simple, s'ils s'appellent gaz à effet de serre, c'est qu'en fait ils font un petit chapeau sur notre planète. On a besoin, ils existent de manière naturelle, ces gaz à effet de serre sur la Terre, et on en a besoin, sinon on ne serait pas là pour en parler, parce qu'il ferait beaucoup trop froid sur Terre. Donc les gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, méthane, sont présents naturellement sur l'échelle de la Terre. Ce qui se passe, c'est que quand aujourd'hui on rajoute des gaz à effet de serre, et on va en rajouter, c'est ces fameux scénarios qui sont d'émissions de gaz à effet de serre. Et ce que font donc les climatologues, ensuite, c'est qu'ils utilisent ces fameuses trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre pour traduire ça en quantité d'énergie qui va être apportée sur notre planète. Parce que, en fait, nous, toi, moi, une table, on émet une certaine quantité d'énergie. Bon, dans l'infrarouge, hein, évidemment, c'est le principe. Le soleil, c'est dans le visible. Donc, la Terre, elle émet de l'énergie. Plus tu mets de gaz à effet de serre, et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, plus en fait ces gaz vont l'absorber et vont renvoyer l'énergie sur la Terre. Donc en fait, ces gaz à effet de serre, ils réchauffent la Terre. Donc les personnes travaillant sur les économistes, démographes, etc., donnent des quantités de gaz à effet de serre en fonction de la démographie, tout ce que tu veux. Les climatologues derrière rentrent ces données dans des immenses modèles et calculent ce que la Terre, du coup, comment ça va au niveau de la Terre, réchauffer la Terre, faire changer les océans, le climat, etc. Et ils nous donnent donc des séries de température, de précipitation, d'humidité, de vent, de rayonnement, etc. à l'horizon 2100 pour tous les endroits du globe. Et à partir de là, nous, on fait rentrer ça dans nos modèles de glaciers et à partir de là, on fait évoluer nos glaciers. Donc il y a vraiment une chaîne, une succession sur ces... C'est pas simple. Hein. Merci. Merci. Je suis peut-être naïf en question, mais quand on perd, disons, 5 mètres cubes sur le glacier, combien ça retrouve effectivement dans la mer après? Est-ce que c'est 100%? Est-ce que c'est 0,1%? Eh ben, bingo, c'est ma prochaine thèse que j'encadre. Eh ben non, justement, tu vois, quand je dis que le Rhône nous demande, enfin la Compagnie nationale du Rhône nous demande, aujourd'hui on ne sait pas faire. Il y a de l'infiltration, c'est évident, de l'eau des glaciers dans les bassins versants. Je viens de répondre à une étude pour la commune de Saint-Gervais. Saint-Gervais-Mont-Blanc, Combloux, Megève, l'eau de ces villages est alimentée par une nappe phréatique qui est effectivement au pied des glaciers. Donc qui est alimentée par la fonte de la neige, la fonte de la glace et la pluie. Donc là, sur
un tout petit bassin versant. Et donc au pied de ce petit bassin versant, on est capable de dire la quantité de neige, de pluie, etc. qui arrive du glacier et ce qui globalement s'évapore, ruisselle, s'infiltre. Voilà, ça on arrive à le faire à une échelle beaucoup plus grande. On est foutu encore de le dire. Voilà, on n'a pas les outils. Donc on essaye, c'est l'étude qui commence pour la compagnie du Rhône parce qu'effectivement ils ont besoin. Alors les débits à Marseille, faut pas se leurrer, hein, c'est pas ça va pas être tous nos glaciers qui vont être impactants. Les débits à Marseille, ce qui va importer, c'est pas la fonte des glaciers, hein, ça va être les quantités de neige qui tombent partout dans les bassins versants de montagne, là où il n'y a pas forcément de glaciers. Enfin, je veux dire, vous prenez les monts du Lyonnais ou n'importe quoi, il peut y avoir de la neige en hiver. Donc cette neige-là va impacter. Et puis la saisonnalité des précipitations. Ça, à Marseille, ça va impacter. C'est pas les 200 km² de glaciers français qui vont impacter. Mais tu vois, c'est à la louche. Et pour l'instant, on n'en sait vraiment pas beaucoup plus. Par contre, plus haut sur le Rhône, alors évidemment, les glaciers, plus tu remontes vers les glaciers, plus la neige et la glace sont importantes, évidemment. Mais ça reste à la grosse louche. Donc, très bonne question. Alors, écoute, on fait des simulations année par année. Donc celle-là, on l'avait commencé, on l'a publiée en 2022. On avait fini les simulations en 2021. Il semblerait, parce qu'on a refait des mesures radar, que sur 2021-2025, on est à peu près bon. Ceci dit, c'est toujours la bonne blague où les gens disent les météorologues ils sont déjà pas foutus de nous dire la météo dans 3 jours, donc comment ils nous disent le climat dans 80 ans. Voilà, c'est encore cette notion de différence de météo que vous voyez, que vous avez vu, qui est vraiment de la prévision météo, et là c'est de la projection climatique, c'est des modèles très différents. Donc on est vraiment sur des grandes tendances, donc c'est très dur sur l'échelle de 4-5 ans voilà, d'avoir cette imprécision. Par contre, plus tu vas un peu loin, voilà, que tu regardes à 30 ans ou 40 ans, là par contre tu arrives à avoir des grandes différences. Mais à l'échelle de l'année, il y a tellement de variabilité qu'on regarde en fait des tendances. Merci. Je pense qu'on va devoir arrêter là les questions. Si on a la dernière par contre. Moi, j'avais une question. Vous avez dit que votre métier a beaucoup évolué et qu'aujourd'hui, vous êtes plus à travailler sur gérer les conséquences de la fonte de ces glaciers. Mais est-ce que vous avez toujours une partie de vos équipes qui travaillent potentiellement sur comment freiner ces fontes et quels sont les pouvoirs d'action concrets qu'on peut avoir aujourd'hui pour proposer des solutions, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle plus globale au niveau des politiques ou autres ? Ouais, alors globalement, si tu regardes les chiffres, il ne faut pas se leurrer, et c'est encore ce problème d'émissions de concentration et d'inertie des glaciers dans les Alpes françaises. Il n'y a pas grand-chose à faire de toute façon avec l'inertie du système. Tu peux faire ce que tu veux, ça ne change rien, et y compris mettre des bâches, c'est des pansements, hein, c'est des patchs, enfin voilà. Et puis moi, je ne suis pas forcément pour ça. Moi, là où je pense qu'il est extrêmement important pour nous, et quand je dis qu'il faut vraiment, c'est travailler ailleurs sur les autres massifs du monde, parce que nous, évidemment, qu'on a un peu de tourisme, d'hydroélectricité, etc., et que ça va être bouleversé, mais ailleurs dans le monde, là, il faut vraiment travailler vraiment avec ces scientifiques-là, aider les gens de ces populations-là qui vont avoir des gros problèmes. Sur les glaciers des Alpes françaises, voire même des glaciers des Alpes tout court, la fin, elle est connue, et il n'y a pas beaucoup d'actions. La seule action qu'on a, c'est de dire qu'il faut maintenir les mesures parce que seules les longues séries, et qu'on a besoin de comprendre encore beaucoup de processus, notamment sur le glissement des glaciers. C'est la seule façon d'aller comprendre aussi ce qui se passe en Himalaya, où c'est trop compliqué d'aller développer des mesures. Donc autant les faire chez nous, bien caler les modèles pour ensuite fournir des outils et des modèles clés en main qui leur permettent de calculer les évolutions. Donc on a encore des mesures à faire. On maintient ces réseaux de mesure. On essaye de persuader que globalement, même si on en sauve que 20%, c'est peut-être déjà pas si mal. Voilà. Et puis derrière, on travaille beaucoup et de plus en plus avec notamment ce fameux laboratoire là d'écologie alpine à Grenoble, qui travaille lui sur tout ce qui est habitat des rivières pour essayer de remobilisation des écosystèmes pour voilà, les aider eux
parce qu'un glacier, une fois qu'il a disparu, il a disparu. Par contre, en dessous, il y a potentiellement de la vie, un écosystème, un endroit où il y aurait peut-être des vues pour aménager, je sais pas quoi. Donc voilà, c'est pas tant sur maintenir les glaciers, c'est essayer de voir, lié à la disparition, sur quoi du coup on peut travailler pour aider d'autres habitats qui sont aujourd'hui menacés, et notamment la biodiversité. Mais les glaciers, à part des petits pansements par-ci par-là, qui en plus écologiquement n'ont pas beaucoup de sens, je pourrais vous raconter Tignes la prochaine fois. Vous verrez, magnifique Tignes. Eh ben, un grand merci à vous pour votre présence. Merci beaucoup. Alors juste, je vous retiens pas longtemps. C'était juste 2 petits mots. Donc déjà, il y a un buffet à l'espace Bourgelat juste au-dessus, un buffet fait maison comme d'habitude. La prochaine conférence prévue, donc il n'y en aura pas en octobre avec les stages, c'est un peu compliqué pour nous, mais il y en aura une en novembre qui normalement sera sur les espèces exotiques envahissantes. Donc voilà, je vous laisserai, de toute façon on vous envoie toutes les informations par mail et le lien d'inscription. Et je laisse juste Chloé parler 2 petites minutes à propos de l'EP. Bonjour. Du coup, je pense que ceux qui sont là, globalement, ils savent à peu près les modalités de l'EP. C'était juste pour vous dire que, en plus, on cherche des gens au bureau. Donc, si vous êtes intéressé par des postes, on en a besoin pour la com, pour les paniers, Respo Campus, etc. Enfin, il y a pas mal de postes à pourvoir. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir au buffet, là, si vous voulez en parler. Et surtout, venez à l'AG aussi, si vous êtes dispo le 8 octobre. Je crois que c'est un mercredi. Ce sera à 18h15, je crois, normalement. On va un peu avancer. On va un peu plus décrire les postes. Donc, c'est quand même cool si vous pouvez venir voir. Et même si vous êtes juste intéressé par vous engager comme vous voulez dans l'asso, en vrai, on est preneur. Au contraire, ça peut être super. Donc, voilà, c'était juste le petit mot. Et merci d'être venu. Ah oui, et la feuille de présence, elle est là. Okay. Merci.